Alors bonsoir, bienvenue à cet événement de la librairie Porte-de-Tête, organisé aussi par les éditions Libert, qui ont le plaisir de publier récemment ce texte que vous connaissez probablement déjà un peu, L'être colonisé en Amérique, écrit par Christian Saint-Germain à ma droite. Et donc c'est le prétexte pour nous réunir ce soir autour de cet essai, puisque je pense qu'il s'agit véritablement d'un essai au sens littéraire du terme, avec bien sûr une portée politique que nous allons nous efforcer de comprendre ce soir. Et pour en discuter, les éditions Libert ont pensé bien sûr à Robert Laplante, qui dirige avec maestria l'Action nationale, qui célèbre d'ailleurs son 60e anniversaire, comme vous le savez peut-être déjà. Et donc, une revue littéraire et politique et sociale qui puisse perdurer aussi longtemps au Québec, c'est rare et ça mérite d'être souligné. La contribution de l'Action nationale à une vie collective n'est sûrement pas négligeable. Donc, sans trop faire de préambule, je me présente d'abord Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'UQAM et lecteur à mes heures d'essai, dont ceux de Christian Saint-Germain. Alors, je vais d'abord donner la parole à l'auteur, peut-être un petit préambule de 5-10 minutes, où il va peut-être récapituler ou nous annoncer un 4e ouvrage, je ne sais trop. Et ensuite, je vais donner la parole à Robert, qui, je ne sais trop, s'il va concourir avec son propos, ou il va se présenter comme un contradicteur. En fait, je lui laisserai le soin de définir sa position. Et après quoi, peut-être je poserai une ou deux questions à chacun, et le dialogue entre les deux s'en suivra. Et bien sûr, il y a une période des questions, donc tous et toutes invités à en poser, mais une à la fois. Donc, sans plus tarder, Christian Saint-Germain. Merci à mes amis de s'être joints à notre exercice. On nous rappelle les catacombes, la lutte du christianisme dans les tranchées. Il y a quelque chose de l'ordre du pub irlandais, enfin, dans notre rencontre de ce soir. Ça me réjouit. Je vais expliquer essentiellement mon travail. J'ai écrit depuis 2015 3 petits essais sur la condition québécoise, en essayant de réintroduire le terme de la conception politique ou la question coloniale. Comment je voulais introduire mon propos en disant je vais vous parler en français là, pour être sûr que pour accommoder les franco et les médias franco. Je pense que cette réponse-là fait foi de tout. En fait, c'est un hasard, mais ça justifie enfin j'allais dire la description du colonialisme et la situation du peuple québécois, qui est évidemment totalement singulière, puisque un des rampettes qui s'est dit non à lui-même à deux reprises, qui est quand même une situation hautement intrigante quand on y pense, mais en fait ça ne m'a jamais découragé d'une certaine manière, et donc c'est pour ça que j'ai entrepris trois brefs essais qui ont fait toutes sortes de choses, qui marchent un peu comme, j'allais dire, qui sont des dérapages contrôlés, enfin, du mieux que je le peux, qui sont une sorte d'écriture automatique par rapport je ne fais pas de channeling, rassurez-vous, je ne tire pas aux cartes, bien que le tarot m'intéresse, comme vous le savez, mais j'ai essayé donc de mettre en forme ce que ça voulait dire à 57 ans, être né d'un père colonisé dans une société colonisée. Qu'est-ce que ça voulait dire pour l'avenir? Qu'est-ce que ça voulait dire pour ma progéniture qui parle déjà anglais, qui est déjà parfaitement bilingue. Et donc, c'est dans ce contexte-là, vous auriez répondu vous avez vous l'aurez compris, mais c'est dans ce contexte-là que tout le travail, toute la réflexion de mon travail, tout mon travail d'écriture tourne, en fait. Hein. C'est une sorte de dénonciation de notre condition, du capitalisme de plantation québécois, si j'ose dire. Et donc, c'est à travers cette lutte-là, en saluant aussi Pierre Vallière, en saluant ceux qui ont ouvert le chemin, les véritables martyrs de la question nationale. On pense aux felkistes, on pense à des gens qui ont donné leur vie, qui ont donné leur liberté pour la question, et que, bien sûr, qui nous mène à l'axiome, une action pour laquelle on aura sans doute à discuter ensemble, un axiome assez désagréable
pour certains militants qui consiste à dire le pire ennemi de l'indépendance du Québec, c'est le Parti québécois. Donc je sais que, évidemment, ça semble provoquant, inutilement provoquant pour certains, mais je n'imagine pas autrement la situation. Et donc l'urgence, s'il en est une, c'est de liquider par un geste parricide, bien sûr, puisque c'est comme lever la main sur ses parents, d'une certaine manière, c'est de liquider l'hypothèque péquiste le plus tôt possible et assumer une partie, j'allais dire une situation prophétique d'errance, subir pour un certain temps une sorte de vide parce que la question nationale ne sera plus prise en charge sous le mode que l'on connaît du PQ, là, sous le mode de la négociation CSN. Il faut amener ailleurs la question nationale qu'à travers le vieux véhicule, la vieille régine péquiste, comme je dis. Il faut l'amener ailleurs. Et ça, c'est une tâche que j'essaye de suggérer avec mes modestes moyens d'écriture. Et aussi, je ne vais pas m'attarder non plus, mais aussi, j'aime à croire pouvoir faire entrer la question, enfin l'hésitation d'une situation colonisée dans la littérature. C'est-à-dire, j'aime assez écrire, et donc je pense que cela doit d'abord passer pour moi par la littérature, par le travail du texte en français, par sa capacité subversive, et c'est à travers ça aussi que j'ai toujours ça à l'œil d'une certaine manière, sans égard pour, j'allais dire, les conséquences de mes propos, de mes élucubrations, de mes associations libres. Voilà, en gros. C'est cool. Alors, merci de me donner l'occasion et surtout de m'avoir un peu contraint à vaincre une certaine paresse. Après avoir lu ce beau morceau de littérature, mon premier réflexe a d'abord été de me demander, mais pourquoi donc a-t-il mis les Marx Brothers en exil? Alors qu'en vérité, les très beaux vers de Léo Ferré auraient peut-être mieux fait l'affaire. Le désespoir est une forme supérieure de la critique. Donc, il n'y a plus rien. En fait, c'est un ouvrage que j'ai beaucoup apprécié, en riant la plupart du temps. Pas toujours jaune d'ailleurs, mais en riant. C'est hilar, en effet, mais avec l'hilarité que développent ceux qui traversent les cimetières, tout est effarés. C'est une angoisse de disparition qui traverse cet ouvrage. Christian Saint-Vernet, à l'évidence, a mal à son Québec. Et il a une douleur qu'il vocifère, littéralement. Et même si ce Québec n'est pas le mien, cette différence ne doit pas être utilisée pour nier ou minimiser la souffrance sous-jacente. C'est un beau morceau de littérature, c'est plus et d'abord un corps pamphlétaire, bien davantage qu'un corps de doctrine. Il dénonce, commente, tourne en dérision, et il ne cherche pas même à démontrer, ni même à partager par certains moments. Il brandit en fait une rhétorique qu'il appelle une éloquence désobligeante. Dans un peuple blasphémateur, ça ne devrait pas déranger grand monde. C'est cependant au chapitre 23, donc à la toute fin du parcours, que l'auteur se l'avoue un peu à lui-même et s'en justifie auprès de ses lecteurs qui l'auront suivi jusque-là. Ce qui importe est de dénoncer, de dire, et il le fait avec une certaine coquetterie, qui est d'ailleurs un peu pareille à celle des croquants qu'il veut indisposer, en citant un collègue, Richard Billette en l'occurrence, pour terminer sur une note un peu apologétique. Il ne sera pas le premier à faire l'effort, à choisir une posture esthétique pour miner et faire exploser quelque chose dans le champ politique. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire cet ouvrage, je l'ai dit, mais je ne m'y suis pas abandonné facilement. J'ai dû me dépatouiller avec une étrange sensation de déjà-vu. Pas tellement parce qu'il y avait une parenté certaine avec les deux autres ouvrages, mais bien plutôt parce que ça répond comme en écho à un corpus qui est déjà très abondant dans notre littérature et dans notre tradition intellectuelle. J'y reviendrai. Je retiendrai pour ma lecture, au fond,
que ce livre offre une véritable matière à penser que je vais rassembler brièvement sous 3 questions. Que nous dit son commentaire? Que tait-il? Et où nous conduit-il? Parce que nous dit Saint-Germain, finalement, c'est qu'une défaite des faits et qu'elle ne se produit pas sans douleur, même chez ceux qui pensaient en avoir gardé triomphe. Sa douleur est plus vive, même si elle est, dans son effort, convenablement nommée, alors que, estime-t-il, elle ne l'est pas collectivement. C'est vrai, mal nommer le monde, c'est un blasphème sur la condition humaine, mais c'est aussi quelque chose de très ancien dans notre débat. Récemment, Maxime Blanchard publiait « Le Québec n'existe pas ». Anne Légaré vient d'apparaître cette semaine « La nation imaginaire ». Un peu plus tôt, une certaine jeunesse, une jeune femme, Mme Jutras, déplorait que le Québec là-dessus. Avant ça, il y a eu la pause mordante de Laurent-Michel Vacher, qui n'en pouvait plus de voir ses péquistes rampants. Plus longtemps encore, il y avait Gilles Leclerc et son journal d'un inquisiteur. Bref, il y a effectivement une récurrence de cette posture dans notre littérature et dans notre débat politique. Et cette posture en elle-même dit quelque chose. Et ce qu'elle nous dit, c'est qu'essentiellement, la domination est d'autant plus difficile à porter qu'elle est mal nommée. Le retour du vocable de coloniser n'est pas vraiment un retour. Ça n'avait pas complètement disparu, mais l'usage était réservé à quelques porte-étendards, plutôt confinés dans le rôle de fou du roi, plus qu'autre chose. Pierre Bourgault, Pierre Falardeau, qui étaient des espèces de figures emblématiques, mais de quelque chose qui était déjà suranné au moment même de le nommer. Saint-Germain revient sur l'utilisation du concept pour, évidemment, fustiger au premier chef le Parti québécois, ses suppôts, pourrait-on dire, mais aussi les élites de divers milieux qui, au fond, sont bien contentes de la défaite. Sa figure emblématique de cette engeance de parvenus qui pillent à 2 mains dans l'assiette au beurre, bien sûr, ce sont les médecins. Les médecins qui sont au pouvoir et qui se servent à coups de milliards dans les impôts des contribuables, anxieux de finir derrière un grabat mal nettoyé. Mais cette immense colère, Saint-Germain la retourne contre les perdants. Surtout contre les perdants qui n'osent pas s'avouer comme tels. Les perdants sont nus, c'est à chaque chapitre, nous dit-il, sur tous les tons, et il les débusque sur tous les fronts. Mais ce que tait son commentaire, c'est la contre-proposition sous-jacente. C'est vrai, notre peuple subit encore d'autres défaites. Mais l'ouvrage nous laisse entendre que c'est à l'ineptie des perdants qu'il faut attribuer la défaite. On peut même penser que de temps en temps, dans une colère à laquelle on ne demandera pas d'avoir des nuances, Saint-Germain va même accorder un rôle un peu plus grand à ses inettes qu'au régime oppresseur lui-même. L'ineptie n'est pas seulement qu'une maladresse ou une incompétence, elle est aussi un produit du régime. Elle est entretenue par le type de domination qui s'exerce sur nous. Et pourtant, ça occupe peu de place dans le propos. Et Dieu sait si les ticounes, les tisounes qu'il s'emploie à pourchasser se trouvent à former des contingents absolument hilars à Ottawa, à parler de Mélanie Joly et autres naragouins, à entendre les Gérard Beltel de ce monde, les Jean-Marc Fournier et François Legault. Il y aurait quoi remplir toute une anthologie. Et
cette matière abondante, pourtant, n'est que très, très faiblement et abordée de manière oblique dans l'ouvrage. En reprenant avec force la figure du colonisé, c'est certain que son propos nous aide à mieux voir l'ampleur de la régression politique et culturelle qui plonge le Québec dans une affligeante médiocrité. Mais en même temps, et c'est important, je crois, de le retenir, si cet usage peut s'imposer avec une évidence nouvelle, c'est aussi, et bien davantage, non pas par sa vertu explicative, mais par le fait que le paradigme qui l'avait éclipsé, cet usage, s'est effondré. Ce qui s'est effondré, c'est le souverainisme bien pensant. C'est l'indépendantisme bon chic, bon genre, qui n'a pas conduit à la libération, qui a, au contraire, occulté les effets de la défaite, ou des défaites, et l'emprise technocratique qui lui donnait sa force dans cette idéologie de l'étapisme et du bonententisme qui était au cœur du souverainisme associationniste, évidemment, avait comme effet d'occulter le rapport d'oppression lui-même, parce que, bien entendu, quand on veut négocier et séduire un partenaire, on ne commence pas par le traiter d'un oppresseur. Évidemment, la chose est absurde, on le sait maintenant, et on aurait dû le savoir depuis toujours, la liberté ne se négocie pas. Alors, quand le Canada nous fait la guerre, puisque c'est comme ça qu'il a conduit la bataille référendaire, et c'est comme ça qu'il a défini les termes de son action depuis, quand le Canada nous fait la guerre, bien évidemment, les pusillanimes tombent dans le désarroi provincial. Et ce désarroi, c'est utile de le nommer, de le dénoncer, de le traquer. Saint-Germain le voit partout, beaucoup aussi, chez l'immense classe moyenne, que la Révolution tranquille a fait naître, classe moyenne qui s'est installée dans un nihilisme marchand absolument stupéfiant et qui prend une rupture de stock pour une crise de valeur. Mais même si ces métaphores sont souvent justes, elles sont par ailleurs, je suis peut-être pas bien placé pour le dire, mais presque toujours un peu exagérées. En pointant les colonisés, l'ouvrage ne fait pas voir vraiment le régime qui les a produits. Un régime qui engendre l'éternelle minimisation des pertes, qui produit une rhétorique et des postures de légitimation qui se renouvellent au fur et à mesure que s'accroît la dépossession. Et de ce point de vue-là, l'ouvrage, me semble-t-il, reste un peu prisonnier de ce qui lui fait mal. D'où peut-être cette perspective eschatologique, cette tentation de la table rase pour au moins en finir avec la douleur. Mais, les soins de fin de vie. Oui. Mais cette perspective place l'auteur et peut-être encore plus gravement ou plus sérieusement le lecteur sur un fil très très étroit, celui qui sépare l'autocritique de l'autodénigrement. Dans un contexte où précisément notre statut de minoritaire est consommé, cet autodénigrement est un sous-produit direct de la domination qui s'exerce sur nous. Cette domination, elle est d'abord politique. Le Québec ne compte plus pour rien du tout dans le Canada. Ceux qui essaient de penser autrement sont au rayon des chimères. La majorité canadienne a réglé la question. Les institutions politiques canadiennes peuvent se déployer, quand bien même tous les Québécois aboieraient derrière le convoi, comme l'a déjà dit John A. Macdonald. Mais il y a aussi une domination culturelle très sournoise qui se déploie dans cette domination politique. Il se produit un télescopage inouï
entre les anciens sédiments de la domination culturelle canadienne traditionnelle qui ont été rebrassés dans le multiculturalisme comme idéologie de nation building, mais en même temps des sédiments qui sont remoulés dans le multiculturalisme comme idéologie et matrice de déploiement du mondialisme. Et de ce point de vue-là, évidemment, on comprendra bien que le multiculturalisme canadien est essentiellement un instrument hypocrite, un instrument qui lui sert à faire un nation building, mais essentiellement sur le socle de la consommation de masse américaine, ou si on veut, sur l'anéantisation du monde. Alors, quand les élites canadiennes se disent convaincues d'habiter un pays post-national, en fait, ils deviendront probablement le premier pays dont la culture nationale sera le nihilisme marquant. Pour les Québécois, ce que ça signifie, et c'est de plus en plus évident, vous n'avez qu'à écouter Radio-Canada, c'est que notre folklorisation est déployée. Elle est à l'œuvre dans les catégories du multiculturalisme et que son visage n'est pas celui de la ceinture fléchée, mais bien celui de la postmodernité. Et qu'à cet égard, pour fendre les inepties et les ineptes avec la métaphore de la colonisation, est aussi utile que nuisible, dans la mesure où ce qui se produit n'est pas la reproduction du rapport colonial traditionnel, mais bien davantage quelque chose d'autre, dont nous sommes peut-être l'avant-garde à l'échelle du monde. Et que ce quelque chose d'autre-là, c'est ce qu'il faut abattre. Et c'est ce qu'il faut combattre. Est-ce que c'est là que nous conduit cette lecture, ce commentaire? Je n'en suis pas certain. Il y a un appel à un travail critique, à l'évidence, et ce travail critique, dans ce cas-ci, me semble-t-il, est davantage tourné contre nous-mêmes que en soutien et en construction de notre altérité radicale. Nous ne sommes pas des Canadiens et nous ne pouvons être rien d'autre que Québécois. Et tant et aussi longtemps que nous nous ferons croire à nous-mêmes que nous pouvons être, comme disait Gaston Miron, 25% de quelqu'un d'autre, ben, nous serons dans une véritable logique d'aliénation qui deviendra, et qui est déjà, la matrice de notre folklorisation. Nous avons, dans la vie intellectuelle, dans la vie culturelle, dans notre débat public, une flopée de retraducteurs, de simagrées qui s'imaginent participer au grand monde et aux grandes tendances parce qu'ils peuvent nous parler du dernier soap de Netflix ou encore de la dernière bravade de quelques avant-gardes new-yorkaises. Notre travail critique est un travail de restauration de la pensée au confluent du culturel et du politique. Ça passe inévitablement par les œuvres et par la littérature, il n'y a aucun doute, et à cet égard, c'est une contribution. Mais en même temps, il faut reconnaître que pour que cette contribution soit fructueuse, elle doit contribuer, excusez le pléonasme, à enrichir ce qui, de toute manière, est en train de se recomposer, autant dans le champ culturel que dans le champ politique. À l'évidence, Christian Saint-Vermain, dans cet ouvrage, en tout cas, n'a pas encore choisi de s'en faire une quête. Mais, puisqu'il continue d'écrire, on peut penser que le premier affrontement va consister à s'arracher au désespoir. Merci. Donc, je
Je vais bientôt céder la parole à Saint-Germain. Je crois qu'il y a pas mal de questions qui me sont adressées. Je vais essayer de méditer un peu la réponse. Alors, je voudrais quand même, en tant que j'ai le privilège d'organiser cette soirée, de poser au moins une ou deux questions, et ce sera court. Et je trouve que ton livre n'a pas beaucoup d'énigmes, ne serait-ce que par les auteurs que tu cites. Et lire tes notes de votre page est, quant à moi, aussi intéressant que lire le texte. Je ne dis pas ça pour diminuer la valeur du texte, mais au contraire, mais on sent que, je sais pas, il y a un travail de recherche, de lecture très diverses. Et d'ailleurs, tu cites en exergue un auteur que je ne connaissais pas. Hermas? Oui, Bastien. Bien sûr. Et il cite une phrase assez choc. Être issu d'ancêtres qui ont civilisé un continent, qui ont fondé les plus grandes villes américaines et vivent à la remorque de toutes les minorités en leur propre province, quelle déchéance. Et effectivement, qui est ce Hermas Bastien, professeur de philosophie, thomiste, d'enseigner l'histoire de la philosophie. Il est mort en 1977, né en 1997. Et cet ouvrage a été publié en 1935, pour sortir de la grande crise. Et j'ai parcouru rapidement cet ouvrage, je ne connaissais pas. Et on y trouve des phrases qui pourraient s'appliquer telles quelles aujourd'hui. Je peux vous en lire quelques-unes. Nous sommes sous l'empire d'une fausse pédagogie, plus portée à nous appliquer à bien parler l'anglais que la langue française. La masse des chômeurs et des mécontents de leur sort, à qui l'on a dit que l'anglais était pourtant la clé du succès, se trouve parmi les nôtres, parce que nous avons choisi à notre propre pays le rôle de serviteur et de valet. Deuxième phrase, et je trouve que cette phrase pourrait peut-être résumer ton livre. Un peuple ne meurt pas, il se tue. Il se tue quand il ne sait plus vouloir. Une autre phrase intéressante, c'est de l'imminence du danger que notre nationalité a vécu. Les périodes accalmées lui furent les plus traîtresses. Nous en sommes à ce que Daniel Rops a dénommé les années tournantes. Époque de crise morale, compliquée de crise matérielle, où les collectivités comme les individus dressent le bilan de leur avoir, font la révision de leur doctrine nationale, se soumettent à l'examen de conscience de leur vie, énoncent l'appréciation de leur avenir, supputent les pertes de leur régression. Alors, au fond, peut-être une première question. Est-ce qu'au fond, tu n'essaies pas d'être le Hermas Bastien d'aujourd'hui? Et est-ce que, d'une certaine façon, il n'y a pas chez toi, là je te pose une question très philosophique, un thomiste qui dort, c'est ça, me demande honte, mais ça me permettrait de comprendre d'où tu viens, d'où tu parles. Théologie un jour, théologie toujours, c'est ça. En fait, mais avant de répondre à ta question tout à fait pertinente, je voudrais quand même répliquer à mon ami Plante. On se rencontre pour la première fois, donc c'est la première fois qu'on se... Mathieu a toujours voulu préparer des rencontres qui n'ont jamais eu lieu, et il faut que pour la première fois on se rencontre en public, de sorte que je suis à la fois très content et tout à fait conscient du fait que vous avez une connaissance encyclopédique de la chose nationale, en tout cas dans son jus souverainiste jusqu'à maintenant, que vous avez donc réfléchi beaucoup à cette question, notamment dans un texte de vous que j'ai lu qui s'appelle « Revoir le cadre stratégique dans l'action nationale », dans lequel vous vous lancez dans une description, une autopsie fine là, du cadavre péquiste. Et donc, on voit que... D'abord, on se rappelle la formule qu'il y a des morts qu'il faut que l'on tue, mais revenons à vos propos par rapport au livre. Je suis pas en désaccord avec l'ensemble de vos propos, je suis juste un peu surpris parce que j'ai soutenu au moins 2 thèses dans ma vie, mais mes ouvrages, mes essais ne sont pas des thèses. Et donc j'ai eu l'impression d'entendre un excellent membre d'un jury de thèse qui dit oui, l'auteur doit se... Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas d'être profond, comme disait Jean-Jacques Rousseau, c'est d'être éloquent. Alors donc, c'est une coquetterie, enfin, chacun en est sienne. Et donc, moi, c'est pas de développer d'autres thèses. Je ne pense pas dénigrer l'ineptie du colonisé, bien au contraire, il y a quelque chose... je ne m'exclus pas du colonisé, je suis un intellectuel québécois colonisé.
qui travaille dans une université qui est à 3 stations de métro de l'université McGill, et on voit tout de suite, quand je donne un cours sur l'idéologie à mes étudiants, je leur dis lisez Althusser, mais prenez le métro et allez visiter, comparer les salles de cours entre l'UQAM et McGill, et vous comprendrez qu'est-ce que le colonialisme, c'est quoi être colonisé. Essentiellement, la démonstration va être architecturale, physique, vous allez comprendre ça sans passer nécessairement tout de suite par des grands textes, sans relire Marx et les propositions de Marx à Feuerbach. Là. Mais je reviens donc à votre propos, et je vais proposer votre question, M. Chevalier, mais je reviens avec votre propos pour me dire, en total désaccord avec, il n'a jamais été question pour moi d'auto-dénigrement ou de dénigrement du colonisé. Pour moi, le colonialisme, c'est quelque chose d'extrêmement profond, c'est une maladie transmise sexuellement, si j'ose dire. C'est une maladie asymptomatique, surtout si on pense à des hommes blancs qui sont colonisés en Amérique. C'est quand même fantastique comme situation biopolitique. C'est-à-dire, pour moi, et donc la question du dénigrement n'a jamais été... non, c'est pas ça qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéressait d'abord, c'est de m'attaquer aux chefs nationalistes. En fait, j'essayais de relire les événements de 1995, comme véritablement une catastrophe de colonisé. C'est-à-dire que ce qui est provoquant ce que je crois être provoquant dans mon travail, c'est de montrer que les décolonisés choisissent des chefs qui sont des perdants en chef, qui sont plus colonisés encore, ils le sentent par tâton, par inconscient, ils vont vers ces chefs-là, parce que c'est ça une surdétermination coloniale. C'est-à-dire qu'avec eux, on est certain que ça ne marchera pas, que ça va tatouiner, comme on dit au Québec. On est certain, Parizeau était le meilleur exemple, il parlait mieux anglais que les Anglais eux-mêmes, je l'appelle le vice-consul des Indes britanniques. Il a même dit dans une boutade, à un moment donné, il faudrait garder la reine dans un Québec pour faire des choses. Enfin, ça peut être des références éthyliques, là, mais il faut porter, c'est-à-dire que le culte de la personnalité du chef nationaliste perdant, c'est à ça que je m'attaque foncièrement. Hein, c'est le culte du chef perdant, c'est ça qui, pour moi, développe en moi de René Lévesque à Parizeau à Bouchard. Pour moi, c'est ça qu'il faut, c'est de ça dont il faut se purger littéralement. Ce sont des hypothèques. J'ai dit je pense que c'est dans le dernier, je dis qu'il faudrait brûler en effigie les marionnettes en papier mâché qui ont été Lévesque, le beau risque, Parizeau, le bas de laine, et Bouchard, l'économe de la fabrique. Donc, c'est à travers ça c'est à partir de là que le nationalisme sérieux va commencer. Une fois que l'on sera sorti des vapeurs, et c'est à peine un euphémisme, c'est à peine une figure de style, sorti des vapeurs de la Révolution tranquille, quoi qu'on revient à la société du cannabis, donc les noirceurs ne se dissipent pas si facilement, mais tant qu'on n'aura pas fait cet acte parricide, fort désagréable au demeurant, je ne pense pas qu'on va avancer. Donc, je n'ai pas de dénigrement du colonisé. Je dis, un colonisé choisit un perdant en chef, dans lequel il se reconnaît parfaitement. Et ce chef-là, en général, n'a pas fait le travail qu'il faut de décolonisation sur lui-même. Il n'a pas fait je ne lui demande pas de faire une longue psychanalyse, ni d'entrer dans une tente huronne pour suer, pour comprendre qu'est-ce que c'est avoir été choisi par des colonisés pour perdre. Mais il faut qu'il comprenne qu'il a été choisi pour perdre, au sens où on engage un jambon dans les combats de boxe arrangés. Alors, c'est ça, engager un jambon. Alors donc, mais c'est des hommes par ailleurs vertueux, dont la vie familiale est émouvante, dont le parcours doit être souligné. Enfin, ça, j'ai aucune difficulté à reconnaître ça. J'ai pas de... Et donc, quand vous dites, vous dénigre, j'ai aucun sens pour ça, je n'ai aucun goût pour ça. Moi, je m'associe, je viens du Québec profond, rural. Mes oncles travaillaient avec des chevaux à l'époque du tracteur. Ils lisaient des créditistes. J'ai une affection pour ce qu'on appelle pudiquement maintenant le terroir. J'ai une affection absolument totale pour ça, parce que pour moi, le vrai Québec, c'est pas le Québec de la Révolution tranquille, c'est le Québec d'avant-hier, puis celui que j'attends, c'est celui d'après-demain. Et donc, c'est dans ce contexte-là que je me situe, si ça peut répondre à vos objections d'examinateur. Ce sont des remarques de lecteurs et
pas d'examinateur, je n'ai pas ces réflexes académiques. D'autre part, je n'ai pas dit que l'ouvrage pratiquait le dénigrement. J'ai dit que l'ouvrage portait sa lecture sur le fil très étroit qui sépare l'autocritique de l'autodénigrement. C'est subtil parce que le piège lui-même est subtil. Et effectivement, il y a quelque chose de tautologique à dire que des perdants vont mieux se reconnaître dans le choix des perdants qu'ils font eux-mêmes. Mais un perdant, à moins d'y être convenientalement condamné, ne le devient que s'il mène combat. Et c'est là qu'est tout l'élément, je pense, vers lequel nous oblige l'ouvrage à tendre, c'est que faire? Que faire, hormis la table rase ou le parricide? Ben, que faire? C'est de livrer combat. Et livrer combat de manière authentique, c'est autant dominer le perdant en soi, si on veut, pour reprendre les catégories de l'ouvrage, que de se poser devant quelqu'un qu'on reconnaîtra comme un adversaire, un ennemi, à qui on va dire des gros mots, chose que les Québécois, évidemment, répugnent à faire. Et ce qui est absolument remarquable dans la conjoncture présente, c'est l'espèce de dérive fantasmatique inouïe dans laquelle nous sommes, où les Québécois mènent des débats politiques entre eux, comme si l'issue de ces débats ne dépendait que d'eux. Cette issue, elle est déjà programmée et leurs débats ne serviront à rien. Et ça ne peut pas se dénouer comme impasse uniquement en démontant la mécanique. Il faut la confrontation. Cette confrontation-là, elle est d'autant plus difficile à mener que le multiculturalisme autorise toutes les victimes de la planète à s'auto-justifier. Alors, nous ne pouvons pas, et c'est la grande difficulté de la formulation d'un nouveau discours politique, nous ne pouvons pas nous réinscrire dans la logique victimaire. Parce que c'est précisément là où c'est que cette domination-là va nous entraîner. Alors, c'est pas dans la logique victimaire, c'est dans celle du pugilat, pour reprendre. C'est pas un jambon que ça prend, c'est un boxeur qui sait, en allant au combat, il va manger des talons, mais qui ne va pas chercher à se faire aimer par le Globe and Mail. C'est la situation. Alors, dans laquelle... parlons du PQ à ce moment-là. Donc, c'est l'ensemble de la classe politique. Ah, d'accord. Québec solidaire pourrait vous offrir un florilège aussi riche que celui du Parti québécois à cet égard. Les indépendantistes ne sont pas capables de se penser dans l'affrontement radical. Non, mais sont-ils capables de se penser en dehors du Parti québécois? Ah ben oui, ils sont en train de le faire. Oui, mais sous un mode léger, là, le parti quand même. politique le plus puissant au Québec, ce sont les abstentionnistes. Ce sont ceux qui n'en peuvent plus de supporter ces pusillanimes. Je réponds à votre question. Oui. Sur mon thomisme ésotérique. Oui, si vous voulez, non, je n'ai pas beaucoup fréquenté Hermance Bastien. C'est une référence de mon ami Giovanni, qui lui est beaucoup plus articulé sur les questions d'annonciature apostolique et toutes ces questions onctueuses et délicates. Non, j'ai vu dans Bastien une figure tout à fait prophétique, compte tenu de l'époque où il écrit, et d'une clarté, d'une intelligence, enfin, remarquable. Mais j'aimerais tout de même, à moins que vous ayez d'autres questions sur mes origines thomistes, j'aimerais tout de même qu'on puisse quand même envisager la proposition qui sort de mes ouvrages, c'est-à-dire est-ce que le nationalisme est pensable après? Qu'est-ce qui vient après 2018 là? C'est ça la question fondamentale. Une des hypothèses, c'est que moi, ma grande crainte, une terreur que j'ai exposée à certains de mes amis les plus proches,
c'est que finalement, les anciens nationalistes du PQ empêchent la refondation de quelque chose de plus radical, de plus, j'allais dire, de plus musclé, de plus organisé, de totalement désillusionné d'un rapport au fédéralisme, d'une négociation à la grève, à la grenaille. Moi, ma grande crainte, c'est que ceux-là restent comme des débris, j'allais dire, non compostables dans le paysage urbain, et donc qui empêchent véritablement, c'est ça ma terreur, parce que pour moi, le PQ est juste une manière d'exhaustion, un peu comme un joueur de défense à la fin d'une partie qui se réfugie derrière les buts en espérant que le temps passe. On a le monopole, ils ont le monopole de la question nationale. On a déjà dit, et Parizeau l'a dit d'ailleurs, pas ça pour flatter votre intérêt pour Parizeau, mais il a déjà dit qu'à chaque fois qu'un parti nationaliste naît, c'est une erreur parce que le PQ n'a pas su en avoir le monopole d'État, un peu comme l'Hydro-Québec, la chose nationale. Là, et donc, c'est ça la vraie question pour moi, c'est de qu'est-ce qui se passe en 2018, qu'est-ce qui vient après Élysée, comment on reconfigure les affaires, est-ce qu'on est prêt à faire le saut, est-ce qu'on est prêt à aller ailleurs, et comment, est-ce qu'on est prêt aussi à partir du fait qu'on peut imaginer que le fait qu'il n'y ait pas d'organisation politique toute prête soit quelque chose d'angoissant, c'est vrai, mais il me semble qu'il faut... en fait, c'est comme le pari de Pascal, inverser le PQ. On est sûr qu'il ne gagnera pas cette affaire-là. Là. Donc, on a une certitude. On sait qu'ils ne sont pas équipés pour gagner. Hein, ils ne sont pas équipés pour convaincre, ni pour gagner, ni pour galvaniser aucunement la jeunesse qui les a lâchés. Ils sont, comme on dit au Québec, ils sont rendus ailleurs. Et donc, on n'a jamais su où. Mais on finira par les retrouver à un moment donné. Mais, et donc, c'est ça la difficulté, là. C'est qu'il faut voir l'après-PQ, qu'est-ce qui vient dans les décombres. Hein? Il n'y a pas aussi dans votre propos ce que j'appellerais une thèse rétrospective. Parce qu'à force de montrer finalement l'impasse à laquelle mène le Parti québécois et la manière de gouverner de ses chefs, on a comme l'impression que vous essayez de nous dire que, peut-être que je vous interprète mal, que la conversion de mouvement indépendantiste des années 60 en un parti de pouvoir, sous une forme parlementaire, a été une grande erreur. Oui, vous avez tout à fait raison. Et j'ai l'impression que ce que vous essayez de nous dire, c'est qu'il mieux valu que le mouvement indépendantiste demeure un mouvement extra-parlementaire et qui défende une doctrine qui ne cherche pas de compromission avec le régime, qui est à n'avoir que 15% des suffrages, mais au moins ça sera un 15% réel et non pas l'illusion d'une majorité temporaire obtenue par les voies du parlementarisme avec les Est-ce que vous m'interprétez très bien. Dans le fond, c'est la réponse que Régis Chartrand donnait. Régis Chartrand, je ne le situe pas parmi les grands penseurs politiques du Québec, mais Régis disait, dans le fond, le PQ a tout fait sauf l'essentiel. C'est-à-dire, au sens où, dans l'ouvrage, je dis, ce qui a remplacé le Chartrand, c'est Michel Clerc. Ceux qui connaissent Michel Clerc voient bien qu'il y a quand même un saut là. Et donc, le grand drame, c'est ça. C'est-à-dire que... Et puis, on n'a qu'à penser aussi aux scènes qu'on revoit sur YouTube où... parce que dans le fond, la motricité ou le mouvement que le PQ a pu obtenir après le sabordement du RIM, il a obtenu bien sûr du sabordement et de la décision hautement problématique de Bourgault, mais il l'a obtenu à cause d'action du FLQ aussi. Hein, le FLQ a fait peur, a bougé des choses, quoi qu'on en dise. Là. Et donc, rappelons-nous de René Lévesque qui voit l'ovation que va recevoir Paul Rose lors d'un congrès du PQ, comment René Lévesque est totalement indisposé. René Lévesque, dont le bras droit était Claude Morin, là. C'est-à-dire qu'il était indisposé de voir Paul Rose, mais son ami, le disciple qu'il aimait, comme dans Saint-Jean, c'était Claude Morin, et puis il se formalisait de l'ovation que Paul Rose, un martyr de la cause, quelqu'un qui a lutté pour la question nationale, qui a donné sa liberté, et qui a risqué sa vie pour la question nationale, il était traité comme un chien crevé. Et donc, c'est à la fois l'ami de Claude Morin qui traitait Paul Rose comme un chien crevé, c'est le propagandiste du Bourris qui travaillait comme ça. C'est parce que dans le fond, on est dans un contexte colonial, dans un contexte où, en fait, l'idée d'assumer l'indépendance, la naissance
grandiose d'un État français en Amérique n'a jamais été traité comme la naissance d'un État grandiose dans l'Amérique. Ça a toujours été de dire qu'est-ce qu'on va faire, quel va être le sort de la province du Québec dans l'intérieur du Canada. On a toujours été pendus à la mamelle fédérale comme des enfants mal sevrés, là. Et donc, c'est ça la dynamique, et c'est cette dynamique-là qu'il faut briser. Je ne fais pas l'apologie de la violence, je vous dis juste que la motricité, le peu de motricité que le PQ a pu obtenir, il l'a obtenu par des choses qu'il répudiait. Hein? S'il a pu s'installer dans ses pantoufles pour occuper le terrain ou l'espace politique de la chose nationale dans son jus, c'est parce qu'il y avait du monde qui ont donné leur vie et leur liberté. Je sais que ça peut paraître un peu inquiétant, mais... Non, mais finalement, j'ai évoqué tout à l'heure l'entre-deux-guerres, mais finalement, c'est comme si vous voulez retrouver ce moment d'avant la création du mouvement Souveraineté Association. Oui, puis l'histoire des perdants n'a pas été faite. C'est-à-dire, qui connaît Marc Carbonneau, qui connaît vraiment François Schirm, qui connaît Geoffroy, qui connaît Jean Corbeau, à part le poème que Miron nous laisse de Corbeau. Cela doit être fait, cette histoire-là. Ce sont les véritables hommes vivants de l'histoire nationale du Québec. Ce sont eux les bâtisseurs, c'est pas ceux qui ont assisté les castors faire les barrages puis les caisses de dépôt, c'est fort intéressant, là, mais c'est les vrais vivants, c'est pas ceux qui sont venus d'Europe, là, puis comme la petite bourgeoisie canadienne française qui a donné naissance à la Fédération des médecins spécialistes et à tous ces grands bienfaiteurs. Mais, ce retour sur le paradis hanté qui aurait pu représenter un mouvement national qui serait resté mouvement. Le micro. Il est plus facile à justifier. A posteriori. En vérité, l'enjeu qui a fini par broyer une bonne partie des forces nationalistes, l'enjeu était comment se constituer comme force authentique, c'est-à-dire comme capable de casser le régime. Et dans une démocratie, ça se fait par un parti politique. Et ça, on pourra, et ça vaut la peine de le refaire, hein, faire la critique serrée de la façon dont le Parti québécois s'est comporté. C'est utile. De la même manière qu'on n'a pas fait non plus le bilan de l'action du Bloc à Ottawa, qui a déjà été l'opposition officielle. Écoutez, c'est d'un ridicule consommé. Il aurait pu véritablement faire casser la baraque. Au contraire, il obtenait des scores de popularité dans les sondages à Moose-Jaw. Mais se constituer comme force et s'éprouver comme force, ça suppose de se placer dans le conflit, et dans le conflit permanent. Et ça, c'est ce que notre culture politique, et pas seulement les partis politiques, c'est ce que notre culture politique ne veut pas accomplir. Elle ne parvient pas à le faire. À la fois parce que, bien souvent, comme disait Pierre Perrault, on a le courage de sa force, mais aussi parce que ça ne s'exerce pas dans le vide. Cela s'exerce dans son champ de force. Et ce champ de force-là, évidemment, il est contre nous. Il y a un dispositif qui vise à déstructurer la capacité de cohésion nationale qui est en place, et ça s'appelle l'État canadien. Et cet État-là, depuis la naissance, la renaissance du mouvement indépendantiste à la fin des années 50, consacre des énergies faramineuses, y compris avec nos impôts, à agir pour éroder cette capacité. C'est encore plus puissant maintenant que ça ne l'a jamais été. Ça s'est déployé avec le plan B, avec les dispositifs autant financiers que juridiques, que avec le programme des commandites et Patrimoine Canada. Ça s'est déployé sur tous les fronts
pour casser cette cohésion. Nous sommes maintenant dans une situation où l'efficacité de ce régime est de plus en plus dévoilée. Et ce dévoilement en provoque la radicalisation et soit le rejet, soit l'adhésion. Nous l'avons vu d'une façon absolument pathétique, pour employer un anglicisme, avec la réaction du monde culturel à la stupidité fiscale sur Netflix. Voilà que tout le monde culturel québécois, qui vient de réaliser tout à coup qu'il est floué jusqu'à l'os et qui vient de prendre un numéro dans la file d'attente à Los Angeles, tout ce milieu culturel uni d'une seule voix pour brailler sur la perte de souveraineté du Canada, là, la boucle est bouclée. C'est-à-dire que c'est un refus net de se poser là, dans le conflit. Plutôt que de dire, c'est bien la preuve qu'on est dans un carcan dont il faut absolument sortir, voilà que tout à coup, des figures par ailleurs tout à fait respectables de notre monde culturel se trouvent à quémander littéralement des arguments pour rappeler le Canada à mieux exercer sa maîtrise de nous-mêmes. On est dans une absurdité totale et ça ne se résume pas à une conduite de perdant. Ça se résume à une incapacité de placer son action dans le bon champ de force. Les artistes québécois sont restés dans ce cas-là tout à fait prisonniers du péquisme, pensant qu'on peut négocier sa liberté. Ça ne se négocie pas. Oui, je veux bien, je vous suis sur la question du champ de force du conflit, mais je trouve que vous êtes quand même assez évasif sur mon projet de liquidation du Parti québécois. Tout ce que vous me dites est de la musique à mes oreilles, c'est parfaitement pertinent, mais je redoute dans votre explication quelque chose que j'entends trop souvent de mes meilleurs amis. Frère Saint-Germain, vous boxez avec votre ongle. Non, le PQ va se battre tout seul, sa décomposition et probablement sa mort cérébrale est-elle déjà prononcée? Je n'en sais rien. Ce qui est... il va falloir disposer du cadavre et ça sera pas rien. On a disposé du cadavre de l'Union nationale, comme on a disposé oui, mais c'est pas la même chose, l'Union nationale. Non. On n'est pas dans la même chose. Moi, tout ce que vous dites est de la musique, vous n'avez pas à me convaincre. On n'a pas à se convaincre mutuellement de la vertu qu'on présente. Parlez pour vous. Mais sur le fond, moi, je redoute ce pragmatisme, ce réalisme de l'organisation politique sans laquelle rien n'est possible ou pour laquelle il faut... moi, je pense qu'il y a une période de désert qu'il faut assumer. Et cette période de désert, de marcher dans le désert, comme notre patron Jean-Baptiste, notre saint patron, et il va falloir tâter de cette médecine-là. Voilà 20 ans que nous y sommes. Voilà 20 ans que nous y sommes dans ce désert. Nous sommes dans des soins de vie depuis 20 ans, dans des soins palliatifs, dans des explications de perdants, dans des gentillesses nationalistes. On ne voit pas je pense pas que les Québécois nationalistes ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin d'être bouleversés. C'est-à-dire qu'il y a toute la stratégie pédagogique, l'explication péquiste, contractuelle, d'être bien sûr que vous voulez embarquer avec nous autres, et vous savez, nous autres, on ne met pas notre ceinture, puis on va peut-être aller un peu plus vite, on va aller... Tout ça, tout ce discours gnagna qu'on a vu, qui a été la tapisserie, la marque de commerce du nationalisme pédagogique, là, il faudrait en finir avec ça. Il faudrait sortir de là. Parce que je pense que les Québécois sont rendus ailleurs par rapport à ça. Toutes les stratégies
divisé sur on va en parler en 2022. C'est digne d'une plaisanterie sinistre. Et donc moi, il est lui-même en train d'évacuer la rhétorique. Je ne boxe pas avec mon nom. Moi, je conçois le statut du Québec comme Lévi-Strauss concevait, j'allais dire, en Amazonie, une petite peuplade lointaine. Je sais bien qu'on a, vous allez me dire, on a la caisse de dépôt, les barrages, on travaille comme des castors, on a 2 chars. Je veux dire, non, mais je veux dire, toute proportion gardée, moi, je nous vois comme une exception singulière qui doit assumer sa souveraineté d'État français en Amérique. Et c'est à partir d'un survivalisme de cet ordre-là que je vois la chose, et non à travers la gestion au jour le jour, la reconduction de la Révolution tranquille, la reprise, le maintien du modèle québécois. Le modèle québécois, il a été fait pour boucher l'avenir. C'est tout simple que ça. Il est fait pour boucher l'avenir des jeunes. C'est ça le fond. Mais c'est une rhétorique romantique. Je l'avoue, ça remplit sa fonction et ses rôles, et il faut savoir en user, comme il faut savoir user des métaphores. Oui. Et quand on file une métaphore, on finit par frauder l'insignifiance. C'est ce que les péquistes viennent de découvrir, parce qu'ils ont... Après 40 ans? Oui, ils sont dans de comprenure, mais c'est ce qu'ils viennent de découvrir, parce qu'ils ont eux-mêmes évacué tout l'espace métaphorique dont ils ont abusé. Sur la langue, sur la souveraineté, ils ont littéralement aseptisé leurs propres instruments pédagogiques au point, effectivement, d'être devenus maintenant sans message. On les voit chercher là. Qu'est-ce qui en résultera venant, c'est rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je sais cependant, c'est que on ne gagnera rien à s'acharner sur des cadavres encore chauds que... vous voulez faire l'économie du meurtre? Moi, oui. Je ne suis pas pour l'économie du meurtre. Non, mais je ne crois pas que ce soit nécessaire. Les zombies peuvent revenir longtemps. Mais ce qui ne disparaîtra pas, c'est le Canada. Et ce Canada-là, chaque jour que nous passons, déconstruit un peu plus le Québec. Et c'est devant lui que nous devons définir notre action et notre vision de l'histoire. Pas devant le PQ qui n'a pas été bien, qui n'a pas été fin, pas devant le Québec solidaire qui incarne l'avenir radieux, pas devant les convergences électorales, devant le Canada. Qu'est-ce que nous faisons dans cette vieille régine-là? Oui, mais ça, c'en est une question philosophique pure, là. C'est-à-dire, à partir de quel moment je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, mais j'arrive pas à voir comment on peut ne pas régler le compte du seul parti véritablement indépendantiste qui a occupé l'espace pendant 50 ans, à qui on a donné, comme on a dit souvent, la chance au coureur. Le coureur court depuis bien longtemps. Je n'arrive pas à voir comment on peut à la fois poser la question du Canada en la sortant de son chapeau, en disant des choses tout à fait exactes, mais sans imaginer un véhicule tout à fait différent que celui qui nous a porté à nous nier nous-mêmes 2 fois. Je n'arrive pas à voir comment vous pouvez faire le saut hegelien là, entre le fait qu'il faut d'abord se déterminer d'un point de vue national. Et par après. Oui, ben c'est ça, mais il est pas mal tard. C'est un hibou fatigué qu'on va voir. Moi, le Canada, tel qu'il est, c'est une banlieue, c'est le Dakota du Nord. Ça n'a pas de. C'est un gros Dakota du Nord. Ça n'a pas de substance pour moi. Moi, la question, c'est jusqu'où le peuple québécois, j'allais dire, renoue avec son âme profonde, comprend la grandiosité du projet qu'il a mené ici, qu'il a installé ici depuis 400 ans, et que c'est fort de cela qu'il va se déterminer. Absolument. Et donc, la situation politique actuelle, c'est que aucun parti politique, aucun, pas le PQ, pas Québec solidaire, pas Option nationale, encore moins le CAQ ou le Parti libéral, aucun parti politique n'est capable maintenant de penser l'action historique à laquelle il doit convier, comme parti politique, l'ensemble des citoyens.
Alors ça, c'est simplement l'aboutissement de 20 ans de désert. Ça nous en promet peut-être encore 20 autres. À l'échelle historique, c'est peu. Je comprends qu'à l'échelle biographique, on peut avoir des héros fatigués. Mais à l'échelle historique, actuarielle. Oui. Ben, à l'échelle actuarielle, la chose est relativement simple à comprendre. Le Québec s'use et il y a des puissances d'érosion qu'il faut contrer. Et tant qu'on ne les nommera pas, et tant qu'on n'aura pas des modèles d'action pour les contrer, le reste, c'est de la rhétorique. Et là-dessus, il y a quelque chose de absolument métaphorique à regarder les débats sur le cannabis, véritablement. Parce qu'on peut être pendant encore longtemps assez relax. J'aimerais, puisque on assiste à un débat entre vraiment deux indépendantistes qui essaient finalement de tirer des conclusions de même fait, mais je vais introduire, puisque tu mentionnais Hegel, un peu de dialectique, en faisant parler une voix, mais qui ne concorde ni à votre analyse ni à la vôtre, Daniel Jacques. Donc, la revue Argument a publié un récent numéro qui s'appelle Savoir débattre. C'est une série donc, de débats entre deux interlocuteurs et sur différents thèmes, dont celui, bien sûr, l'indépendance. D'ailleurs, c'est une question, on demande à Sol Zanetti et à Daniel Jacques de débattre de la question suivante. Doit-on en finir avec le projet d'indépendance du Québec? Alors, je vais vous lire deux paragraphes des propos d'ouverture de Daniel Jacques. Je vous demanderai de réagir. Toutefois, je ne vois pas parmi mes contemporains les signes d'une résolution qui pourrait les conduire à accomplir le saut dans l'indépendance. Leur vouloir semble plutôt éclater dans la recherche d'une multitude de biens, laissant le plus grand nombre désorienté quant à la marche à suivre en tant que société. Notre volonté, que l'on entend avec peine sous le tumulte et les pouvoirs particuliers, semble chercher désormais sa voie hors des sentiers de la politique. Or, nous voilà divisés en nous-mêmes, à nouveau équivoques, au moment même où la fenêtre historique qui aurait permis l'accomplissement de nos rêves d'indépendance se referme. Voilà pourquoi je crains que notre rêve ne soit devenu un obstacle et qu'il ne favorise, sans même que l'on s'en rende compte, le maintien au pouvoir de nos adversaires les plus résolus. Peut-être, dans ces circonstances, nous faut-il apprendre à vivre dans le pays réel et abandonner le pays rêvé. Car le risque est grand que la poursuite acharnée de notre rêve ne nous rende tout simplement impotents, c'est-à-dire inaptes à nous déplacer dans l'espace bien réel de notre vie politique, à savoir le Canada. Notre propension à nous en tenir coûte que coûte à une politique idéaliste qui ne prend pas la mesure des possibilités effectives constitue un malheureux héritage de notre héritage dont nous n'avons su nous libérer lors de la Révolution tranquille de notre catholique survivance. Propension à l'idéalisme qui nous conduit encore et toujours à préférer le pays espéré, celui de la foi, au pays réel, celui de la force. Alors, est-ce que vous n'êtes pas des grands animateurs de ce pays réel, des romantiques, c'est ça? Ou les porteurs de cette foi, mais qui finalement nous écartent toujours plus du réel? C'est la thèse de Daniel Jacques. Ben, il a raison, il est fatigué. Il faudrait qu'il se repose. Oui, parce que les gens aussi avaient dit la même chose, puis là, il est porte-parole du CHUM, ça tombe bien. Alors, donc, il n'a pas fait de parce que, essentiellement, ce qu'il dit, il reconnaît que nous sommes dans un rapport de force et que, au fond, si nous nous soumettons, le joug sera plus doux. Dans les faits, ce que dit cette proposition, c'est soyons des minoritaires consentants. En étant minoritaires consentants, nous subirons un joug plus doux. C'est une posture qui est, je regrette d'avoir à le dire, je ne connais pas M. Vart en question, mais qui est un éloge de la lâcheté devant l'adversité à l'échelle historique. Parce que dans les faits, cette proposition revient à dire que la plus grande voie d'émancipation serait notre renoncement, que l'aliénation serait notre voie de développement. Nous serions véritablement
le seul peuple sur la Terre pour qui la minorisation consentie serait une avenue de développement. C'est une aberration. Il y a, à l'échelle du monde, des tas de peuples qui luttent farouchement pour ne pas se laisser enfermer dans cette minorisation. Ça ne peut pas être une voie politique, sauf une soumission réelle au Canada réel. Et dans ce cas, je ne vois aucun intérêt à poursuivre le moindre attachement aux institutions qui nous ont portés jusqu'ici. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont rien à voir, elles n'ont plus aucune pertinence dans ce que le Canada est en train de devenir. Je n'ai pas de problème avec ça, sauf que moi, je ne serai jamais un Canadien et je ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit d'intéressant à penser que Queen's University, c'est le fin bout de la connaissance. Ah, bravo! Mais je reviens, vous allez me reprocher d'insister sur ma passion homicide. Daniel Jacques dit, dans le même texte qu'on a cité à la page 175, il dit quelque chose qui est quand même troublant quant aux stratégies péquistes de 95. Parce que dans le fond, ce dont on discute ici, c'est les retombées coloniales et colonisatrices de l'événement de 1995, dont on n'a pas encore mesuré toute la portée, dont on n'a pas pris encore toute l'empreinte. Parce que l'actualité canadienne, elle est affolante, mais elle ne peut pas être autre chose pour nous qu'affolante. De toute manière, nous sommes colonisés par cet État-là, donc il va toujours sortir de son chapeau toutes sortes de folies. Il va encourager les nôtres, puis il va en sortir de son cru. Il va encourager notre amour pour les soins de fin de vie, puis lui, il va se lancer dans le cannabis, puis donc on va toujours être là-dedans. Mais ce que dit Jacques dans son débat avec Zanetti, c'est quelque chose qui est quand même qui m'a frappé, en quoi je ne me réfugie pas dans mes propres et uniques affaires. Il nous dit le référendum de 95 qu'on se plaît à célébrer dans le camp souverainiste comme une quasi-victoire n'a jamais porté sur l'indépendance du Québec, malgré tout l'effort que l'on déploie depuis pour l'oublier, mais bien sur une entente entre trois partis qui aurait sans doute volé en éclats durant les négociations ultérieures avec le gouvernement fédéral. Donc c'est ça, c'est vers là que le PQ s'enlignait, c'est là que le PQ nous entraînait. C'est-à-dire non content de perdre et de voir son chef, son grand chef nationaliste le plus adulé, au-dessus de tout soupçon, quitter en disant « je pars avec mon ballon et je ne joue plus avec vous, je retourne dans mes terres ou dans mes vignes, c'est selon ». En fait, c'est dans ce corridor-là, corridor que vous avez vous-même identifié dans votre texte, dans lequel vous dites qu'est-ce que le Clarité Bill vient faire à partir de là. C'est-à-dire que le Parti québécois, vous me parliez de champ de force, de rapport de force, mais le Parti québécois nous a introduit dans un rapport de force, au sens où Clausewitz remet en cause dans son traité sur la guerre, il remet en cause l'erreur qui consiste à se structurer comme son adversaire. Le PQ s'est engagé dans la démarche rampante, de gré à gré, dans la démarche CSN, du grignotage, des pauses pipi plus longues. Et donc, il s'est engagé, il a engagé toute la nation québécoise dans ce type de débat-là, hérité directement de la Révolution tranquille et du grand négociateur en chef qui a été aussi Lucien Bouchard. C'est-à-dire, on a reproduit le contexte de notre Révolution tranquille, qui est une manière de se décapiter historiquement, et on a reproduit cela à travers des modèles colonisés, et c'est pour ça que mon analyse sur les chefs colonisés est aussi virulente. Je le répète, pas parce que je n'aime pas ces hommes, mais parce que ces hommes ont fait un tort j'espère un tort incalculable à la société québécoise. Ils n'ont même pas mesuré en fait l'ampleur. Ils vont en fait et Parizeau et Bouchard, quand Parizeau vivait, il se rendait il se qualifiait, je crois, lui-même de belle-mère. Il faisait des sorties publiques. C'est-à-dire qu'il ne se cachait même pas devant la visite d'avoir plongé. Il ne comprenait pas, dans le fond, l'échec historique dont ils étaient, en quelque sorte, les vecteurs. C'est-à-dire, je veux bien, moi, des champs de force avec le Canada, mais je vois surtout les élites qui nous ont trahis, et c'est à eux que je m'adresse, moi, c'est pas aux gens qui sont fait embarquer par le PQ, qui ont cru de bonne foi dans le PQ,
comme on croit dans une bande pyramidale, là, qu'on va avoir moi, je suis tout à fait je suis touché par ça, mais le procès révisionniste de l'histoire du Québec, ce n'est pas de l'autodénigrement, c'est la tâche, c'est le b.a.-ba, c'est le début de l'action politique. Sans lequel il n'y en aura pas. On va trouver tous les signaux dans l'actualité pour ce morfondre du Canada. Ça m'intéresse assez peu au demeurant. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait le courage de voir, de faire l'autocritique du parti qui nous a menés dans ce cul-de-sac. Je trouve que vous l'avez fait fort bien, vous avez bien décrit, mais que vous ne tirez pas toutes les conséquences, j'allais dire, pugnaces ou malignes de vos propres analyses. C'est ça ma réserve. Dans les faits, si ces erreurs historiques-là ont pu être possibles, ce n'est pas seulement par l'effet du caractère velléitaire de ces élites-là, c'est beaucoup par la représentation et la place de l'action politique dans l'ensemble de notre société. Ils ont été suivis. Et ils ont été suivis pour toute une série de raisons, mais une plus fondamentale que toutes les autres, parce que, essentiellement, ils ont entretenu une ambivalence à l'égard de l'affirmation du conflit des légitimités. Et ça, c'est quelque chose qui est profondément inscrit dans la représentation du politique que nous avons collectivement à défaire. Mais c'est-à-dire, ce que vous voulez dire, je veux bien vous comprendre, là. Ce que vous voulez dire, c'est que, en fait, vous reconnaissez, enfin, je ne demande pas d'admission ici, mais vous reconnaissez tout de même le fait que le Parti québécois a toujours présenté la négociation avec le Canada comme avec un bon voisin, avec un partenaire admirable. On a toujours présenté le souverainisme comme une démarche d'épanouissement de soi, comme une sorte de Reiki ou de... Et ils se sont retrouvés en pleine campagne référendaire, c'est-à-dire compte qu'il n'y avait pas de fair play de l'autre côté. Oh, quelle surprise! C'est la première nouvelle qu'on a en mais cette candeur Machiavel, on ne l'avait pas lu encore, puis Alfano encore moins, puis on n'avait rien lu de tout ça, on dit quoi? Et cette... on connaît? Non, mais cette candeur n'était pas que celle des péquistes. C'était une candeur meurtrière de coloniser. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Ça pardonne pas. Quand Chuck Guité dit « nous étions en guerre », ben oui, lui, il avait compris. Absolument. Et toute la classe... C'était un obscur fonctionnaire fédéral qui n'a pourtant pas fait ses études à Londres, puis qui ne parle pas comme monsieur... il n'était pas cultivé comme... Et son témoignage n'a pas suffi à redéployer l'espace politique. Non, ça attend beaucoup de choc, là. Oui. C'est ça. Et ça, c'est fondamental parce que il faut bien voir que les mémoires posthumes de Jean Pelletier ont été ici accueillis dans l'indifférence à peu près vénéralisée, alors qu'il a très clairement exposé la condition québécoise dans sa plus grande nudité. C'est resté véritablement sans lendemain dans toute la classe politique et, je dirais même, dans l'ensemble de la société québécoise. Alors voilà quelqu'un qui n'a pas tiré, qui n'a pas parvenu à faire tirer les conséquences pratiques de ce qui s'imposait. Et là, ben, on y est encore. Et ça se décompose. Et c'est une des caractéristiques des choses qui se décomposent. Elles sont souvent le lit de ce qui est en train de se refaire à mettre. En train de se passer. Donc, on pourrait peut-être aussi passer aux questions. Alors, peut-être une ou deux questions à la fois, et puis vous adresserez à l'un ou l'autre, ou aux deux. Très impressionné par la présentation de ce soir, par la critique du livre. Et je me demande si on a suffisamment expliqué à un moment donné, je vais jouer le terme, aux Canadiens français, qu'est-ce que c'était exactement que le passage du statut de Canadien français au statut québécois, disons en 1965, 66, 67. Je
Je pense qu'un ensemble de la population qui n'a pas saisi ça. Les gens de Montréal ont bien saisi parce qu'ils étaient avec des anglophones à la frontière de Saint-Laurent. Mais les gens de Sorel, Saint-Hyacinthe, Granby, Trois-Rivières, je ne sais pas si ont bien saisi ce que ça signifiait que de partir du statut canadien-français puis de devenir québécois. Je pense que ça n'a pas été assez bien dit dans la population, puis les gens n'ont pas saisi toute la portée. Je ne sais pas. C'est comme s'il manquait. C'est comme si on était sur une branche, qu'on l'avait scié à moitié, puis là on était mal pris, on était en déséquilibre. Là. Je ne sais pas comment formuler ça autrement, mais c'est. Sans Saint-Germain, vous avez une réponse? Ah ben j'en parle dans l'ouvrage de cette chute-là. C'est-à-dire qu'on a pris pour acquis que le fait de s'auto-proclamer québécois, en fait, ça voulait dire, dans le langage du PQ, se replier sur la peau de chagrin qu'était la province de Québec, alors que nos ancêtres ont allé bien plus loin que la province de Québec. Ils ont vécu beaucoup plus largement l'espace nord-américain. Et donc, on s'est replié en se disant, voilà quelque chose qui nous détermine. D'ailleurs, on l'écrit QU à accent aigu. On aurait pu l'écrire avec un K. Enfin, je m'amuse avec ces questions presque lacaniennes de l'instance de la lettre là, dans le changement. Je me demande même si, un peu comme les pays qui ont été colonisés, qui ont changé de nom, après leur victoire de décolonisation, si le Québec ne devrait pas s'écrire avec un K accent aigu, enfin, je ne veux pas rappeler Raoul Duguay ici, mais je risque de... Ouais, quoi qu'avec la société du Québec... Non, alors... mais on voit, il y a un travail à faire sur le nom, hein, d'une certaine manière, et le fait de cesser d'être des Canadiens français pour devenir des Québécois sans avoir fait la transition, l'acte de libérateur qui nous permettrait d'acquérir ce nouveau nom, un peu comme la lutte avec l'ange, là, c'est une grave erreur. C'est une précipitation qui devra être purgée. C'est comme ça que je vois l'affaire. Puis je vois l'affaire comme aussi un repliement, c'est-à-dire la raison pour laquelle quand un chef nationaliste prétend représenter les Québécois modernes, on remarque qu'il va rarement en Acadie, il va rarement en Louisiane aux fêtes, il va jamais se manifester comme un chef d'État qu'il devrait être, c'est-à-dire non pas pour s'adresser à des gens dont on sait que leur cause est perdue, mais pour s'adresser à la population locale en leur disant « Regardez, c'est ça qui nous arrive, là. Regardez les Acadiens, regardez le Nouveau-Brunswick, comment ça fonctionne, là. C'est ça qui risque de nous arriver dans ce qu'on estime être notre espace vital. En fait, et donc, ce manque de grandeur, cette idée de toujours être replié sur une peau de chagrin, c'est quelque chose qui, en fait, a toujours été, me semble-t-il, une constante du Parti nationaliste qui est là depuis 40 ans. En fait, c'est une audace mal assumée. Il s'agissait d'un saut périlleux sur le plan culturel qui était très, très prometteur et qui a donné des fruits extraordinaires. Écoutez, pendant toute cette décennie, la poésie, la dramaturgie, tout ça a littéralement explosé. Mais ça témoignait d'une ambition de se définir soi-même comme majoritaire chez soi plutôt que de minoritaire chez quelqu'un d'autre. Et ce qui venait avec cette ambition de se définir comme majoritaire chez soi n'a pas été porté à son aboutissement. Pas seulement sur le plan politique, sur le plan culturel, sur le plan de l'organisation sociale, sur le plan de la configuration des institutions. Jamais nous n'avons été au bout de cette dualisation-là qui est restée consubstantielle à l'architecture de nos institutions. Il y a eu quelques petits mouvements, McGill français, quelques petites affaires comme ça, mais pour l'essentiel, l'architecture institutionnelle est restée la même que celle qui s'est mise en place avec l'acte d'Amérique du Nord et on n'a pas bougé. Si nous avions tenu une posture de majoritaire sur l'ensemble des conséquences que cette affirmation-là posait, il n'y aurait pas eu 2 réseaux de santé, 2 réseaux scolaires. Il n'y aurait pas eu ce dédoublement consubstantiel. Il est encore là, et aujourd'hui, on s'étonne que Dawson soit le plus gros cégep du Québec, que McGill soit
l'accaparateur de la moitié des fonds de recherche, etc. Mais tout ça vient du fait que l'affirmation majoritaire est restée cantonnée dans l'univers symbolique et qu'elle n'a pas traversé les frontières institutionnelles. Une autre question? Merci beaucoup. Ma question s'adresserait à M. Saint-Germain ou sinon, pour lui qui aime les références psychanalytiques, j'aimerais interroger son inconscient. Il y a une autre formule qui aurait pu figurer en exergue de votre ouvrage. C'est la fameuse phrase de Hölderlin que médité longtemps Heidegger. Là où croit le danger, croit aussi ce qui sauve. Là où augmente le péril, croit aussi ce qui sauve. Donc cette espèce d'idée qu'effectivement, avec cette politique de la terre brûlée, les conditions d'une libération potentielle vont soudainement apparaître. Mais j'ai l'impression que votre livre, dans son intégralité, dément la justesse de cette première prémisse. C'est-à-dire que pour être juste et adéquate dans sa description du réel, cette prémisse-là exigerait que, en fait, il n'y aurait qu'un petit colonialisme de surface, puis il suffirait d'une petite traversée du désert pour que soudainement la conscience s'éclaircisse et que là, l'émancipation se remette en marche et que les troupes soient fouettées soudainement. Je suis un incorrigible optimiste, c'est ça. Je vais en venir justement à cet aspect-là. Mais en fait, tout votre livre expose exactement l'inverse, à savoir, votre livre met au jour la profondeur de l'esprit colonisé et son aspect presque irrémédiable, justement, ce qui laisse croire qu'au contraire, finalement, la politique de la terre brûlée pourrait aussi laisser place à une accélération du désastre et à une sorte de perspective de désert terminal, d'agonie tranquille après la révolution tranquille. Donc ça, c'est le premier volet de ma question. Le deuxième volet va être plus court. Est-ce que se cache... Vous avez dit que vous étiez un idéaliste, vous venez de le dire. Romantique, idéaliste. Effectivement, j'avais l'impression que... Est-ce qu'il n'y a pas un idéalisme forcené qui se cache derrière le réalisme de votre diagnostic? Flaubert disait j'aime à ce point la perfection que je déteste tout ce qui s'en rapproche. Bon, évidemment, le PQ est loin de la perfection, notre situation actuelle encore plus. C'est une citation explosive, ça. Mais il y a quand même cette idée que l'imperfection de notre situation politique est tellement intolérable à regarder en face qu'il y a une fuite dans la réforme imaginaire du réel. Et finalement, peut-être que la radicalité de votre posture est la traduction de notre impuissance. Donc, un symptôme de notre situation politique davantage qu'une piste à suivre. Donc, je vous remercie. Je vous remercie pour votre excellente question. J'essayais de vous interrompre pour vous taquiner, mais je me rends compte de son ampleur. En fait, moi, c'est par rapport à mon âge, c'est par rapport à l'écriture. Je ne veux pas verser dans l'intimisme, mais moi, ce qui m'intéresse dans mon travail, c'est d'écrire un beau livre. C'est qu'il en sorte un beau livre, que j'ai pu déployer tout ce que je pouvais connaître de la langue française, des mots anciens, des mots populaires. Moi, je veux travailler. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte lui-même. Là. Mais dès qu'on vous attaque sur vos thèses, vous reculez sur le plan de la rhétorique. Non, il n'y en a pas. En fait, il n'y a pas de thèse. La seule thèse de l'affaire, c'est un survivalisme ethnique dans lequel on est plongé, au sens suivant, c'est-à-dire au sens où on est comme il y a quelque chose de la tribu, de la bourgade dans l'Amazonie. Bien sûr, c'est pas ça, c'est l'analogie la plus proche que j'essaie de faire voir. C'est juste cela. Comment se fait-il qu'on n'a pas nous-mêmes une propre admiration ethnologique pour notre statut si singulier et si exceptionnel en Amérique, avoir survécu aussi longtemps? On n'est pas pour devenir le Nouveau-Brunswick. Donc, il y a donc une conséquence qui s'impose à nous, c'est-à-dire d'avoir tous les moyens politiques comme des hommes libres pour répondre en notre nom puis pour faire acte de présence dans l'histoire. C'est ça l'enjeu. C'est pour se lever et dire présent à l'histoire, au tribunal de l'histoire universelle. C'est ça l'enjeu pour moi. C'est pas que
un ministre qui parle ni français ni anglais répondre au nom du Québec sur les positions internationales du Québec. Pour moi, c'est une infantilisation qui est humiliante. C'est l'humiliation la plus grave. C'est de donner à d'autres hommes le soin de répondre à notre place et de dire quel espace va occuper notre propre langue sur notre territoire à Montréal. C'est quand même... C'est pour ça que je m'attaque à la Cour suprême sauvagement, alors que je suis un juriste et que ça se fait pas. Et donc, c'est pour ça que je m'attaque à cet instrument idéologique pernicieux qui s'appelle la Cour suprême, qui nous a fait croire qu'on était une vraie majorité par rapport à une minorité que l'on bafouait, par rapport à ces folies-là. Mais ça, il faut le rappeler, parce que dans mon débat avec M. Laplante, si charmant par ailleurs, dans mon débat avec M. Laplante, on s'éloigne des passions tristes au sens où Spinoza parlait des passions tristes. Je ne peux pas imaginer un développement du Québec qui ne passe par une certaine haine qui façonne l'identité nationale. C'est-à-dire une certaine lutte, une certaine méchanceté à l'égard de ceux qui veulent nous faire disparaître. Tout simplement, moi je veux réinstiller, non pas, c'est pas un texte séditieux ni un texte haineux, mais je veux réinstiller la passion de nous-mêmes, et cette passion de nous-mêmes, un peu comme dans une forêt où un arbre finit par cacher la lumière des autres arbres et les faire mourir tout bêtement, moi je pense qu'on doit passer par là. On doit passer par une certaine, j'allais dire agressivité, mais c'est trop... il faut assumer quelque chose qui serait constitutif de notre identité et dont on sait qu'il doit passer par une certaine pugnacité, si vous voulez. L'accès à une conscience tragique, au fond, c'est essentiellement le travail qui n'est pas encore été fait. Un problème au niveau de la... Oui, pardon. Non, c'était juste un commentaire comme ça qui m'est venu spontanément, mais je voulais pas prendre la place de qui que ce soit. C'est ça le dire. Il n'a pas répondu à la possibilité de l'agonie tranquille. L'accélération du désastre. Oui, c'est comme ça. Mais en fait, je vais y répondre de la manière suivante. C'est-à-dire que si c'est un désastre comme un choix de fin de vie que l'on prend avec 2 signatures de médecins pour décider de mourir, d'accord. Mais si c'est sans avoir regardé la mort en face, non. C'est un kit ou double. C'est ça l'idée, c'est de s'assumer. C'est d'assumer les choix. Hein, c'est de s'assumer. C'est d'apparaître comme un sujet historique. C'est ça l'enjeu. Bonjour, quelques courtes observations dans le désordre. D'abord, en vous entendant, j'ai pas lu votre livre, mais en étant témoin de votre éloquence, de votre humour, de votre esprit, j'ai je suis pris du goût de lire votre ouvrage. Ne serait-ce que pour ça, je vais me le procurer. Deuxième observation, ça tient à justement cet aspect hilar, peut-être une hilarité du désespoir, un humour qui peut être consubstantiel au désespoir, au manque d'oxygène, la désoxygénation, l'asphyxie. Lorsque les masques d'oxygène tombent et que la cabine a dépressurisé, on sent une certaine euphorie. C'est peut-être ça aussi qu'on vit collectivement. Ça me donne cette impression-là aujourd'hui. Aussi, donc peut-être ça ne surprendra pas les gens, je suis psychologue de profession. Et pourquoi j'ai dit ça, c'est que dans ma pratique, je vois des gens, lorsque des gens sont pris d'une profonde détresse, surtout les gens qui ont de l'esprit, les gens lettrés, qui sont en mesure de mettre en mots leur désarroi. L'humour est un formidable mécanisme de défense. Oui, et puis je pense à voix haute, je n'ai pas abouti ma réflexion. Et aussi, ça m'a observation aussi peut-être là, sous la forme de boutade, c'est aussi peut-être pas un hasard non plus si au lendemain de la première défaite référendaire, nous avons institutionnalisé l'humour. Oui, c'est sûr.
et aussi un commentaire, je prends le relais de celui qui vous a dit un commentaire qui va dans le sens de quelque chose qui m'habite depuis le début, c'est que j'ai l'impression que vous jouez sur les deux terrains. Dans un sens où vous défilez, vous êtes sur le terrain de l'argumentation, et puis lorsque certains arguments sont plus inconvenants, vous glissez sur le terrain de l'éloquence, comme vous dites, hein, certes très amusante, là. Mais je suis pris de cette impression-là, alors que j'aimerais ça vous entendre là-dessus. Bon, bref, avez-vous des masses? Au moins deux, j'en ai bien plus que deux. Mais en fait, je ne peux pas être comme mon modèle Hubert Aquin qui avait déclaré qu'il se lançait dans la guérilla après une conférence de presse. Là. Je ne peux pas soutenir ce paradoxe-là. Oui, mais il ne faut pas chercher trop loin. Je sais que c'est votre métier de psychologue de chercher des causes profondes. Mais il faut, en fait, le modèle, et c'est pas me défiler en vous ramenant à la question du texte et à l'écriture en français. Pour moi, l'enjeu, le premier enjeu qui est bien sûr qui a un effet politique, qui a une retombée politique, c'est le travail du texte en français. C'est d'écrire comme mes modèles, c'est Lautré Hamon, c'est Charles Fourier. Donc c'est d'écrire un texte qui est envolé, qui est emporté, qui est drôle, dans lequel les lecteurs vont s'amuser à la fois de la bêtise, de la sottise, de la grossièreté, des références au langage vernaculaire, qu'on puisse déployer tout l'arsenal de la langue française comme si on n'avait pas quitté la France, en fait, d'une certaine façon, ou comme si elle ne nous avait pas quittés, à vrai dire. Et donc, c'est le seul, j'allais dire, c'est le seul défi que je me pose. C'est d'abord d'écrire un livre rapidement, en une année, que mon éditeur en soit content, qu'il décide de le publier, ce qui n'est pas aussi évident que ça. Je ne pourrais pas supporter un éditeur qui me dirait « Ah, ça devait être intéressant, mais ça va être dans... mon programme est déjà fait. » Moi, j'ai besoin de gens empressés. Et donc, dans le texte, pour en boutade, je dis « Je veux être le duc de Saint-Simon des chefs nationalistes. Je veux suivre à la trace, comme un ethnologue qui suit les Guaranis, là, et qui regarde comment les Guaranis nomment leurs chefs, comment les chefs se perdent dans l'Amazonie. Je veux les suivre comme ça. Moi, je veux être juste le commentateur de l'actualité québécoise, à travers laquelle, bien sûr, une lecture coloniale de décolonisation essaye de s'inscrire. C'est ça ma tâche. C'est pas autre chose que ça. De laisser un beau texte derrière moi. Sans égard pour les... Je vais me permettre. Une question? À moins qu'il y en ait deux. Ici, là, monsieur. Vous que je prenne un micro? Oui. J'aimerais tout simplement nous ramener sur le terrain de la première question, si vous permettez. Alors, c'est assez simple. Je me demandais comment est-ce qu'on fait pour revenir à un discours nationaliste, un discours souverainiste qui tienne compte de l'ensemble de la francophonie en Amérique du Nord. Donc, une sorte de retour à un nationalisme davantage ethnique. Comment est-ce qu'on fait ça dans le contexte intellectuel de 2017 où l'amalgame entre nationalisme et racisme est jamais vraiment loin? Comment est-ce qu'on peut articuler ça? Les Québécois, ce sont des affiliés des Canadiens français. On peut le déplorer, mais c'est fait. Il va y avoir, comme il y a déjà eu, quelques redécouvertes épisodiques de ce que a été l'Amérique française, de ce qu'elle aurait pu être. La vérité, c'est que les signes qu'on peut trouver sur le territoire sont décodés par les Québécois comme des signes annonciateurs. Annonciateurs de ce qui nous arrive d'ores et déjà. Les Franco-Manitobains, c'est une poussière subventionnée au Manitoba. Les Acadiens sont en voie de minorisation rapide, de dévitalisation grave. Bon. Alors, c'est certain que pour être capable de renouer avec
ceux-là qui se cramponnent et qui tiennent le fort malgré tout avec une détermination qui souvent force l'admiration, nous avons un obstacle supplémentaire à vaincre, hormis la frayeur que le spectacle qu'il nous donne nous renvoie, c'est le Canada lui-même. Il ne faut pas oublier que le Canada a subventionné à bloc des organisations de franco-machin partout et qu'il les a dressées entre le Québec et les minorités et qu'il les utilise à son service. Et ça rend les choses très compliquées. Il faudrait d'abord commencer par s'en apercevoir pour ensuite être capable de tenir un discours plus largement qui, à mon avis, devrait passer effectivement par les passerelles culturelles. Un recentrement dans le récit national de l'Amérique française. Ce recentrement-là, il ne va pas de soi. Ça fait 40 ans qu'on ridiculise Lionel Groulx pour son romantisme sur la Nouvelle-France et sur l'Amérique française. Ça lui aussi était romantique. Oui, absolument. Et Lionel Groulx avait, effectivement, dans sa proposition, un discours ethnique qu'il a essayé de maintenir dans une proposition nationale. Ça s'est abîmé. Pourquoi? Parce que, effectivement, il n'y a pas d'autre rôle dans le Canada qu'un rôle de minorité et non pas de nation pour les Canadiens français et encore moins pour les Québécois. Alors, évidemment, ce défi-là, maintenant, il est devenu un défi pour la culture québécoise elle-même. Parce que la culture des Canadiens français à l'extérieur est totalement pétrie maintenant de toute l'emprise canadienne. Réponse à la question? Je suis tout à fait d'accord. Je souscris absolument à l'effort du Canada anglais de dresser les minorités contre le Québec sous cette stratégie coloniale qu'on retrouve même avec les Amérindiens. Je note cependant que le Parti québécois, pour revenir à mes amours, n'a pas soulevé, on s'attendait à ce que l'Élysée en Chambre fasse un malheur compte tenu de son sens de la répartie et de sa drôlerie communicative. On s'attendait à ce qu'il fasse un malheur, mais sur la question des pensionnats autochtones, on s'étonne qu'un parti nationaliste comme le PQ n'ait pas soulevé par une motion à la Chambre de soutien aux populations autochtones qui ont été vendues par catalogue par le Grand Canada, le meilleur pays du monde, là, dont la charte est une splendeur de sottise. Et donc, on s'étonne qu'un gouvernement nationaliste qui est censé être collé sur l'actualité, puis lui, il est dans les vraies affaires, le nationalisme au jour le jour de l'actualité. Or, il n'en a jamais fait mention, il n'a jamais pris parti, il n'a jamais dénoncé le Canada, à ma connaissance, en Chambre, pour dire, écoutez, c'est quand même extraordinaire, la sensibilité nouvelle du Canada face aux minorités quand on considère qu'on vendait des enfants autochtones par catalogue en Europe, aux États-Unis, en fixant un prix. C'est quand même stupéfiant. Donc, le gouvernement nationaliste, je ne vous en fais pas le reproche à vous, mais je fais surtout le reproche de votre attachement au PQ, mais on n'a jamais su... On n'a jamais vu, on n'a jamais saisi l'habilité politique qui aurait consisté à dire, regardez, là, Québécois, comment le Canada a fonctionné dans son histoire, regardez sa loi sur les Indiens, vous allez comprendre qu'est-ce qui vous attend. En fait, vous imaginez être dans une province, mais en fait, vous êtes dans une sorte de réserve, donc vous n'avez pas découvert encore tous les contours, et donc vous ne sentez pas encore le statut de prestataire qui vous attend là, à l'intérieur de ce bocal de format-là. Il y a une question complètement à l'arrière de la femme. Oui, c'était moi. Peut-être ça va. Juste
poser la question parce que j'ai compris que vous ne soutenez clairement pas un attachement, ou du moins vous, M. Saint-Germain, une réforme à l'intérieur du système politique, du moins pas pour le moment. Est-ce que le PQ, Québec solidaire, même Option nationale ne propose rien comme réforme pour la souveraineté et l'indépendance du Québec. Maintenant, et puis la question s'adresse aux deux, comment un intellectuel peut réussir à avoir un impact aujourd'hui? Comment il peut réussir à militer? Comment il peut réussir à amener quelque chose de différent dans le débat? Est-ce que ça va être nécessairement un peu comme le socialisme, ou est-ce que ça va être une guerre des think tanks, puis il faudrait créer un think tank souverainiste, où est-ce qu'on va garrocher nos idées sur la population, ou est-ce que quelque chose de différent, en fait? Voilà. Qui veut répondre en premier? Allez-y. L'engagement intellectuel, c'est par le travail intellectuel et par l'action intellectuelle. Ça fait 40 ans que je scribouille, que je travaille dans une revue, on crée des ponts avec des lecteurs, des collaborateurs. Pour le reste, c'est un peu alchimique. On ne sait pas comment les idées finissent par trouver un terrain fécond. Mais c'est évident qu'il n'y en aura pas d'idées si on renonce à les construire. Alors, le travail critique doit toujours être également... doit se faire à lui-même l'obligation de faire lever l'horizon, comme dit Gaston Miron. C'est la seule façon de sortir de la vie agonique. Okay? Et la situation dans laquelle nous sommes depuis une vingtaine d'années, ben, c'est un tout petit verre, mais d'une fulgurance extraordinaire de Michel Garneau, qui a résumé la chose de la façon suivante: on ne s'entend plus venir au monde. C'est ce qui se produit. Les Québécois ne s'entendent plus. Alors, peut-être qu'on va réussir à dissiper le bruit, et ce jour-là, il doit se passer d'autres choses. Ouais. Gardons ça ouvert. Tout à fait d'accord. Je ne veux rien à ça. C'est parfait pour moi. Ça me convient parfaitement. Une autre question? J'aimerais vous entendre sur deux impératifs qui me semblent sortir de votre livre: vivre dangereusement jusqu'au bout et mourir de plaisir. Qu'est-ce que vous répondez? C'est très difficile. L'idée, c'est que, en fait, ça me ramène, je ne sais pas si je vais répondre très bien à la question, mais ça me ramène à l'effort désespéré que le lien que j'ai essayé d'établir, des rapprochements, sans doute, entre le choix de la loi sur les soins de fin de vie, qui pour moi était plus une loi de nature bioéthique, qui était la métaphore de notre condition politique actuelle. J'ai essayé d'établir un rapprochement en disant: c'est donc bien curieux que ce soit une députée du PQ qui en a été la propagandiste, ou celle que j'ai appelée l'Antigone du 450. Et donc, c'était quand même fascinant que ce soit cette trouvaille, que j'ai identifiée aux trouvailles des années 60 de Pauline Julien sur l'avortement, qu'enfin, en bout de parcours générationnel, on avait une autre trouvaille, une autre Marianne, pour venir nous dire finalement que la meilleure chose, la chose la plus humaine qui soit, c'est de confier au système de santé qui fonctionne difficilement, où on dit aux gens aux gens de Matane, allez mourir à Rimouski. Et donc, c'était quand même un signe appréciable de l'état de la conscience colonisée, c'est-à-dire ne vivant pas dans la dignité au plan politique, vivant dans une manière non symbolisée au sein de territoires qu'on a pourtant colonisés nous-mêmes, on souhaite avoir une mort individuelle, noble, et je voyais dans cette loi-là une sorte de subterfuge intellectuel issu du magasin $1 du PQ, qui était particulier, dont le brio s'est répandu au Canada comme une traînée de poudre, comme un fil de respirateur. C'est comme ça que je vois l'affaire. Je vais répondre à l'interpellation de Mathieu. Ce qui s'est passé au centre-ville dans l'épisode de Adidas, en fait, ce n'est pas simplement un symptôme. C'est la confirmation
que la minorisation est bel et bien réalisée. Et parce qu'elle est en place, parce que le dispositif de minorisation est en mode accéléré, sa conséquence, ce sera peut-être la disparition du PQ. Ça ne risque pas d'être une cause, c'est bien davantage une conséquence à laquelle lui-même, malheureusement, aura beaucoup contribué, parce qu'en dépit de ce que nous révèle cet épisode de mépris pour la langue portée par un Québécois, c'est le mécanisme de minimisation des pertes qui a prévalu. On a voulu ramener ça au rang de l'anecdote, comme on n'a pas voulu non plus réfléchir sérieusement à ce que signifiait au même moment la résolution qui était portée par un député libéral devant le Congrès et qu'on a retiré à la dernière minute et dont, en entrevue, il se justifiait en disant il y a deux langues au Québec, elles sont sur le même pied. Alors ça, c'est clairement établi. Maintenant, le problème, c'est qu'il n'y a pas dans la classe politique, actuellement, aucune proposition qui est fondée sur l'admission de ce constat. Et la minorisation est d'autant plus efficace que les moins de 40 ans n'ont jamais fait cette expérience minoritaire. Et ils vont la faire. Mais peut-être ceux de 20 ans l'ont déjà fait, ils l'ont accepté, ils l'ont intériorisé, ils ne savent même pas que c'est minoritaire. C'est-à-dire que, non, ils ne se savent pas minoritaires, ils s'imaginent tolérants. C'est l'efficacité du multiculturalisme canadien et de cette logique du multiculturalisme, cette logique relativiste. Ils s'imaginent qu'ils sont tolérants et leur conception du rapport entre les langues est d'une candeur à faire frémir. Okay? Ils vont l'apprendre à la dure. Ça ne reviendra pas sous le format d'une grosse anglaise vendeuse chez Eaton, comme on le dit tout le temps pour caricaturer la chose. Ça va revenir bien autrement. Mais ils vont le faire, ce constat. Le problème, c'est que plus le temps passe, et moins il sera possible d'y réagir, parce que les partis politiques n'osent pas penser cet impensable. Alors, évidemment, on va s'indigner, puis on va continuer de refuser de mettre le cégep obligatoire en français, on va refuser de revoir le financement des universités qui surpondèrent les anglos, qui ne sont pas des anglos du reste, hein, qui surpondèrent l'anglomanie, parce que dans les faits, ce ne sont pas des WASP, ce sont des immigrés de toutes origines qui aspirent à parler en anglais et qui sont anglicisés. Ça n'a plus rien à voir avec la vieille rhétorique sur les droits de la minorité historique. Ça n'a plus rien à voir avec ça. Allez vous promener sur le campus de McGill, vous allez chercher les WASP. Là. Alors, dans les faits, le travail politique des prochaines années va se réaliser dans la société. Il va finir par percoler dans les partis, mais à l'évidence, ils sont arc-boutés devant le refus de ce constat. Peut-être parce qu'ils voient la tâche et peut-être, pensent-ils, vont couler sous cette tâche-là. Mais c'est, à mon avis, le constat le plus dur qu'une collectivité peut faire, c'est non seulement de reconnaître qu'elle a subi beaucoup de défaites, mais qu'elle n'est plus là où elle pensait être, c'est-à-dire Fézelle. Absolument. Il est bientôt 9h, alors à moins qu'il y ait une question qui vient d'être posée, ce sera la dernière. Et ensuite, peut-être réponse et conclusion. Monsieur Saint-Germain, j'ai lu votre premier livre, m'a brûlé les mains. J'ai dû le lire 5 ou 6 fois, je l'ai donné une quinzaine d'années.
Le deuxième moins, le troisième, je l'ai mangé comme une viande froide. J'ai eu l'impression de lire 3 fois le même livre. Vous avez cité Lacan à plusieurs reprises. Ça m'intéresse beaucoup. Dans son Petite Vincennes, le 3 décembre 69, Lacan s'écrit « L'aspiration révolutionnaire, ça n'a qu'une chance d'aboutir toujours au discours du maître. C'est ce dont l'expérience a fait la preuve. Ce à quoi vous aspirez comme révolutionnaire, c'est à un maître, vous l'aurez. » Il disait ça et disait ça aux 68 heures, qui à l'époque était jeune. En bon structuraliste, il avait compris que dans une structure, les images occupent des fonctions et quand on détruit la statue du maître, quand il tombe, le trou qui est laissé là est rempli par autre chose, comme s'il y avait un tuyau de balayeuse derrière. Vous parlez de débâtir le PQ. Qu'est-ce que vous vous attendez à voir après dans ce trou-là? Vous voulez déboulonner le père? Je vais répondre d'abord. J'ai aimé l'introduction, mais comme vous m'avez dit, je vous rappelle qu'on écrit toujours le même livre. Hein. On écrit un seul livre sous diverses formes. Pour craindre de vous offrir une autre tranche de viande froide dans je suis en train d'en écrire un 4e, qui aura probablement la forme des 3 premiers, c'est-à-dire qui essaiera de rapprocher des choses que personne n'a vu encore ou n'a trop vues, les liens entre la loi sur la soin de fin de vie, les erreurs sur la personne lorsqu'il s'agit de choisir des chefs indépendantistes, des interprétations que j'essaie d'injecter dans le débat qui me semble n'avoir jamais existé. Enfin, on s'imagine toujours original, c'est une grande naïveté, mais j'essaie d'injecter des choses. Par exemple, vous avez sans doute vu mon approche admirative de la lutte du peuple haïtien. Et donc, dans l'aspect de l'ouvrage dont on n'a pas parlé aussi aujourd'hui, mais c'est un peu normal. Donc, pour la viande froide, une autre tranche s'en vient. Alors donc, ne vous découragez pas. Vous pouvez faire un sandwich de lunch. Et donc, parce que moi-même, d'une certaine manière, je me demande toujours ce que je vais écrire. Je le découvre en travaillant le texte, en voyant où ça me mène, un peu comme l'association libre. Et donc, votre référence à Lacan est très intéressante ici. En fait, la chance d'une écriture, c'est de mobiliser, c'est de secouer, c'est de faire c'est une utopie expérimentale, un livre, là. Bon, il faut passer par des stratégies pour capter l'attention du lecteur. Je ne voulais pas, comme mes amis sociologues qui écrivent des livres sur l'état de la souveraineté, moi je ne veux pas passer par là. Moi je veux passer par qu'est-ce qui se passe quand la colonie artistique s'effondre un beau matin et que Roson et Salvaille disparaissent dans un trou de plancher, enfin, et qu'on n'en parle plus. Comment une société peut faire disparaître des amuseurs de cette ampleur-là en un claquement de doigts? Cela me fascine autant que les théories politiques. Pour moi, être collé au quotidien d'un homme de 57 ans qui regarde encore la télévision, pour moi, c'est fascinant être dans cette société-là, être le témoin de ça, travailler cela, regarder ça. Pour moi, je dis en riant, l'action politique, c'est très intéressant, mais je ne suis pas allergique au souper spaghetti non plus. Mais c'est pas ça mon travail. Mon travail, c'est de mettre en texte des impressions, des colères, des mouvements d'humeur, de faire rire, d'aller chercher l'attention d'un lecteur dont on sait qu'aujourd'hui, on écrit quand même sur l'île de Montréal, dans laquelle une population n'est pas portée sur l'achat spontané du livre, disons. Et donc, on n'est pas là-dedans. Et donc, juste le fait d'être entendu en dehors de la thèse sociologique sur l'état de la souveraineté au Québec, ou de la question de juste parler de ça, réintroduire ça dans l'écriture, pour moi, j'ai déjà gagné. Comme une suggestion, par exemple, une hypothèse que j'ai essayé de réinjecter, de dire que les colonisés se trompent toujours en choisissant un chef colonisé. Je suis pas sûr de mon affaire, je parle pas au nom, j'ai pas l'infaillibilité pontificale, bien que la théologie m'ait intéressé longtemps. Je suis pas sûr de mon affaire, mais c'est ma manière de dire ne nous décourageons pas, c'est normal que même les chefs
que l'on estimait être les plus nationalistes étaient en fait décolonisés et que si on y regarde de plus près, on va être capable de faire mieux en trouvant d'autres ou en se proposant soi-même en politique. C'est pour mon corps, mais vous voyez l'affaire, là, c'est ça l'enjeu. C'est de réinjecter une raison de vivre, de réinjecter une raison d'espérer politiquement au plan collectif. Moi, espérer politiquement, c'est pas par la loi sur les soins de fin de vie, c'est pas la Société du cannabis qui m'inspire, c'est par la préservation de ce que j'estime être un noyau magmatique fabuleux qui est la fondation en Amérique à partir de 5-6 provinces françaises d'un État français. C'est ça qui me fascine, c'est ça qui me... Et donc, je suis désolé de vous avoir déçu dans mon dernier livre et que vous ayez dévoré le premier, mais enfin, mais le quatrième sera à peu près de la même farine. Le plus curieux dans la situation actuelle, c'est que le Québec est une terre d'ébullition culturelle extraordinaire. Il se passe dans notre société des choses fabuleuses. Mais la réalité de notre condition politique nous empêche, un, de les voir clairement, et deux, d'en tirer tous les bénéfices. Et la principale conséquence de ça, c'est d'avoir complètement creusé le déphasage entre l'action politique et la réalité de la société. Ce désert politique n'est pas un désert culturel. La société québécoise, même si elle est politiquement agonique, n'est pas une société paralysée, n'est pas une société inapte. Mais nous allons devoir vivre avec cette idée qu'une chaîne est une chaîne. Et tant qu'elle n'est pas brisée, elle nous entrave. Ça dépend toujours de la longueur des enjambées qu'on veut faire. On peut pendant longtemps faire des petits pas pour se convaincre qu'on ne la sent presque pas. Mais quand on vient pour faire un grand saut, on pique du nez. Et ça, c'est l'image pour désigner cette disparité entre notre perception politique de notre capacité d'action réelle et d'autre part, notre ingéniosité à contourner les limites que nous impose notre condition. Et ça, c'est assez extraordinaire quand on peut regarder la façon dont, dans notre société, des groupes, des réalités, contournent et neutralisent en partie ces obstacles-là. Au moment où le Canada et les élites politiques québécoises sont prêtes à vendre l'agriculture au grand commerce, les agriculteurs québécois ont mis moins de 20 ans à faire ce que les Français ont mis 4 siècles à construire, c'est-à-dire monter un patrimoine fromager de plus de 400 variétés. Ça a l'air de rien. C'est une créativité culturelle extraordinaire qui s'est déroulée essentiellement parce qu'il y a des gens qui gigotaient pour sortir du système de contraintes dans lesquels le régime les enferme. Et ça, c'est vrai autant en littérature, c'est vrai dans le théâtre, dans la musique, dans tout. Il y a des moments où se révèle une capacité et une ingéniosité dont nous tirerions beaucoup plus de bénéfices si nous étions capables d'avoir une action politique en phase avec le pays réel, pas avec les négociations constitutionnelles et le pays rêvé, mais le pays réel tel qu'il se construit chaque jour par l'action de braconniers sur l'ordre. C'est comme ça que je vois les Québécois, et c'est comme ça qu'on peut encore dire avec Miron, tant que l'indépendance n'est pas faite, elle reste à faire, et ça ne pourra pas toujours ne pas arriver. Merci. Alors, merci.
Christian Saint-Germain, Robert Laplante, pour Merci débat. Marc Chevrier pour ton animation et ta présence. C'était bien quelque chose. Et merci à vous.